Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, entendre les discours de l'opposition tout à l'heure, on se croirait revenu à la période d'avant la Covid-19. L'opposition opposant tout ce que fait le gouvernement, tirant sur tout ce qui bouge, revenant à cette situation où le plus bruyant on est, le plus brillant l'on se croit. Pourtant, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans la situation d'avant la Covid-19. Rappelez-vous, nouveau gouvernement fin 2019, de grandes ambitions, transformer notre pays en une économie à haut revenu. Déjà, on enclenche la poursuite du progrès social, la pension de vieillesse, la pension des handicapés, la pension des veuves qui passe de 6 200 à quelques 9 000 roupies, et puis survient quelque chose de tout à fait inattendu, que personne n'aurait pu imaginer dans le pire des cauchemars. L'on aurait pu imaginer un nouvel épisode de famine dans la corne de l'Afrique, le lancement d'un nouveau missile par Pyongyang, la reprise des combats en Syrie, mais il se passe quelque chose d'inimaginable. L'attaque d'un nouveau virus tout à fait inconnu à l'échelle de l'humanité, que l'on ne comprend pas. L'on ne comprend ni l'origine, ni la nature exacte, ni la façon dont il se manifeste, les symptômes qu'il occasionne, comment il s'attaque à l'organisme humain et qu'il tue. Inimaginable. Et à l'échelle d'une pandémie fatale pour les plus vulnérables, mais pas seulement, avec un rythme de propagation, de progression tout à fait vertigineux et contre lequel l'humanité du XXIe siècle, l'humanité qui a inventé l'Internet, l'humanité qui traite de l'intelligence artificielle, l'humanité qui déchiffre le génome humain, ne peut rien. La Covid-19 nous rappelle combien la vie est aléatoire, nous rappelle combien nous sommes mortels et nous, humains, nous sommes vulnérables. Qui dans cette chambre, Monsieur le Président, pourrait me dire qu'à la fin de mars, au moment où le virus est le plus fort, l'on n'est pas, en pensant à ses parents, à ses enfants ou à soi-même, eu la peur au ventre. Nous avons connu 2 mois presque de combat à mort avec un ennemi invisible. Nous avons progressé dans l'obscurité parce qu'il n'existe aucune expérience vécue, aucun manuel de médecine, aucun traité d'économie, aucun livre d'histoire qui aurait pu nous apprendre quoi faire. Et au prix de bouleversements économiques et sociaux sans précédent, le gouvernement a dû agir. Et le gouvernement a dû gérer cette crise, tout comme il s'apprête à gérer la pré-crise. Et Monsieur le Président, combien n'est-il pas plus aisé et confortable aujourd'hui qu'être opposant, qu'être commentateur, donneur de leçons, sans avoir à assumer la responsabilité de ses paroles et de ses actes. Qui, dans l'opposition aujourd'hui, aurait souhaité être au gouvernement pour trouver des solutions et non pas formuler rien que des critiques? Mais peu importe, Monsieur le Président, force est de constater que nous avons remporté la première étape de cette guerre. Que nous ne le disions pas, les observateurs à l'international le disent. Qu'il s'agisse de la BBC, qu'il s'agisse des plateformes en ligne, qu'il s'agisse de l'université d'Oxford, qu'il s'agisse, avant-hier, d'un groupe d'universitaires américains qui nous classe parmi un nombre très limité de pays ayant réussi à faire face à la Covid-19, force est de constater que, comme disait avant moi
mon collègue Alain Ganou, nous avons pu flatten the curve, lisser la courbe. Nous avons pu inverser la tendance dans un deuxième temps. Nous avons pu stopper la propagation avec aucun nouveau cas depuis plus de 2 semaines. Et à Maurice même, il y a un sondage récent qui vient dire que 91% de la population mauricienne a soutenu le gouvernement dans ses efforts. Comment on a fait ? Je pense, Monsieur le Président, qu'on a eu tout d'abord un système de santé publique fiable. Je ne fais pas de politique partisane. Le modèle de l'État-providence mauricien depuis l'indépendance a fait que les différents gouvernements ont beaucoup investi. Le Premier ministre actuel a poursuivi dans cette voie. Aujourd'hui, en termes du rapport du nombre de lits d'hôpitaux à la population, l'île Maurice est mieux logée, entendez-moi bien, que Singapour, que la Grande-Bretagne ou que les États-Unis. Deuxième facteur, stratégie efficace, à la fois pour la sécurité sanitaire, mais aussi de protection par rapport aux plus vulnérables. Wage assistance schemes, l'aide aux travailleurs indépendants de l'informel. Ensuite, un leadership éclairé, un mécanisme de prise de décision rapide, un suivi rapproché, mais ensuite aussi le parler vrai, la transparence, une communication structurée, et puis, Monsieur le Président, il faut bien le reconnaître, la coopération, le soutien de tout un peuple, à l'exception de quelques-uns de l'opposition. 2 mois après, nous sommes toujours dans un état de double état d'urgence. Je m'explique. Nous sommes à la fois en rémission et en récession. Le patient Maurice n'est pas guéri, loin s'en faut. Parce que nous n'avons aucun nouveau cas depuis 16 jours, 17 jours, et après, sachant que ce virus peut être asymptomatique, qui nous dit qu'un nouveau cas ne se révélera pas dans les jours à venir. Je ne me veux pas prophète de malheur, mais qui peut nous le dire? Et avec cette réouverture, tant bien même contrôlée, à partir de lundi prochain, à partir d'aujourd'hui en fait, comment être sûr? Et demain, avec le retour de nos compatriotes bloqués à l'étranger, auxquels s'attelle avec tant d'ardeur et de cœur mon collègue le ministre des Affaires étrangères, quelle garantie? Et plus loin dans l'avenir, la réouverture de notre espace aérien est éventuelle, inévitable. Nous avons remporté une étape. Le patient mauricien est en état de rémission, mais il n'est pas guéri. Et ensuite, il y a bien évidemment l'état d'urgence économique. Nous faisons face à une récession pire que celle de 1980. Mon collègue le ministre des Finances en a parlé ce matin, je ne vais pas répéter ses propos. Mais je dis bien pire que la seule récession que nous ayons tous ici connue de notre vie. Donc, face à cela, il faut prescrire aux patients Maurice un remède, un médicament. Il n'y a pas de remède contre le virus, mais il nous faut agir. Et le Premier ministre, l'autre jour, parlait de pilule amère. Parce que la pilule, la seule pilule que l'on puisse prescrire, est une pilule bien amère. Et combien désagréable est notre tâche, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous proposons des mesures difficiles. Mais souvenez-vous, après la récession de 1980, en 1982, le gouvernement de Sir Anirudh Jugnauth et de Paul Béranger n'eut-il pas à prendre des mesures courageuses, mais difficiles, critiquées de toutes parts à l'époque, mais il fallait le faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation 10 fois, 20 fois plus grave que nous ne l'étions en 1982. Parce que cette crise économique, comme le disait le ministre des Finances ce matin, elle est de nature systémique. Elle frappe à la fois l'offre et la demande. Elle remet en question les fondements même de l'organisation de la production. Sa trajectoire, elle est tout à fait inconnue. La durée, on ne sait pas pour combien de temps elle nous affectera. Mais quoi qu'il en soit, pour nous au gouvernement, ce qui importe en tout temps et en tout lieu, c'est de rester solidaires des plus vulnérables. Et c'est pour ça, je prendrai 1 minute du temps
de cette Assemblée, Monsieur le Président, pour expliquer que dans mon domaine de responsabilité, le logement, ce gouvernement reconnaît que les locataires, beaucoup de locataires, que ce soit dans des bâtiments à caractère commercial ou résidentiel, éprouvent des difficultés à régler la note de leur loyer. Nous allons donc, l'intention du gouvernement est de proposer un moratoire de 6 mois pour le paiement de tout loyer. Pour tout contrat de location, quel que soit le texte de loi régissant ce contrat de location. Je le dis pour clarifier la situation, après que le député Xavier Duval ait soulevé hier la question. Tout locataire est concerné, mais nous reconnaissons aussi, bien évidemment, je termine mon propos, donc, alors que dans la loi, comme elle existe, non-paiement de loyer équivaut à rupture de contrat. Rupture de contrat permet au propriétaire d'obtenir un ordre d'expulsion à l'encontre du locataire. Eh bien là, il y aura un moratoire légal. Donc pendant 6 mois, le non-paiement du loyer ne va pas être reconnu comme une rupture de contrat occasionnant un ordre d'expulsion. Par contre, nous reconnaissons aussi que certains propriétaires vont eux aussi éprouver des difficultés. Et puisque nous travaillons en fonction d'un pacte social où tout le monde doit faire son effort, doit mettre du sien, nous ne disons pas que le locataire ne paye plus de loyer. La location sera payable, mais avec des facilités de paiement sur une période s'étendant jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Donc, Monsieur le Président, voilà une illustration claire de la solidarité agissante vis-à-vis des plus vulnérables. Nous avons eu droit à de nombreuses critiques de la part de l'opposition, d'abord touchant au droit du travail. Beaucoup de ce côté de l'Assemblée l'ont dit. Ce gouvernement a un palmarès. C'est ce gouvernement qui a augmenté la pension de vieillesse. C'est ce ministre du Travail qui a introduit le Workers' Rights Act, la loi du travail la plus progressiste depuis l'indépendance. C'est ce gouvernement, enfin c'est ce Premier ministre plutôt, qui a introduit le concept du salaire minimum et du negative income tax. Et déjà, les mesures que nous avons prises, la distribution de vivres à quelques 40 000 familles, le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme, démontrent l'engagement en faveur des plus démunis. Donc pour ce qui est du droit du travail, c'est un phénomène mondial. La France a fait la même chose que nous proposons de faire. Il y a des dispositions du droit du travail au nombre de 6 qui vont être suspendues. Il s'agit pour nous, face au violent vent cyclonique, à cette bourrasque à laquelle nous faisons face, de ne pas perdre l'équilibre, de tenir sur nos jambes, même si nous cessons d'avancer pendant un temps, mais pour pouvoir après reprendre la route dans le sens du progrès social. Donc tout ce qui va être fait, le ministre du Travail l'a dit, je le répète, c'est la suspension de certaines dispositions, c'est temporaire, et nous demandons à la population, aux travailleurs, de croire en notre bonne foi et de nous faire confiance. Les autres critiques, mon collègue Alan Ganou a répondu à différentes critiques, les libertés publiques, la sévérité de la loi. Rappelons que les mesures de renforcement des punitions pour les infractions ne s'inscrivent pas dans une logique répressive, mais dissuasive, parce qu'elles accompagnent tout un travail de conscientisation qui se fait. Mais la durée de débat, mon ami le député Kouchal-Lobine en parlait, mais la durée des débats, vous avez vu en France, au Sénat, je crois qu'il y avait 4 heures de débat, avec seule possibilité pour les chefs des groupes parlementaires d'intervenir. En Angleterre, tous les députés ne vont plus à l'Assemblée. C'est un nombre très restreint qui y va. Nous vivons des circonstances exceptionnelles. Le Parlement est suspendu au Canada, en Nouvelle-Zélande. Voyons les faits. Le consensus, il ne peut y avoir de consensus. La première ministre de la Nouvelle-Zélande est donnée en exemple au monde entier, Madame Ardern. Et pourtant, elle est très contestée chez elle, en Nouvelle-Zélande. Il ne peut y avoir de consensus, mais je pense que
il faut reconnaître que les Mauriciens ont été dérangés dans leurs habitudes les plus profondes et que c'est un moment difficile, c'est une pilule amère et donc désagréable, mais il faut y faire face. Et évidemment, nous comptons sur la responsabilité de l'opposition. Je pense que le leader de l'opposition, durant tout cet épisode, ces derniers mois, a donné l'exemple de ce que peut être une opposition respectable, soutenant le gouvernement dans les mesures les plus difficiles et reconnaissant la bonne foi de tout un chacun. Et l'avenir, Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de dire que nous allons avancer avec la même formule, en privilégiant la santé, la sécurité sanitaire, en dégageant une stratégie qui fait la part belle à la sécurité sanitaire, mais aussi à la relance économique et la solidarité avec les plus vulnérables, l'engagement personnel du Premier ministre entouré d'une équipe de ministres soudés, et surtout le parler vrai, la transparence et la communication. Rien n'est certain, aucun projet de loi n'est parfait, d'où les amendements que nous apportons encore aujourd'hui, et nous aurons toujours demain la possibilité de corriger le tir si jamais c'était nécessaire. Tout comme en 1982-84, ces mesures difficiles peuvent être le point de départ d'un grand bond en avant. Souvenez-vous, après 82, 83, 84, nous avons connu la période de croissance économique la plus soutenue, de croissance économique soutenue la plus longue de notre histoire. Et pourquoi ne serait-ce pas le cas cette fois-ci encore? Il s'agit d'élaborer une nouvelle vision. C'est l'occasion de réinventer notre vivre ensemble aujourd'hui. Les gens n'auront plus la possibilité de cracher dans un espace public. C'est cela aussi, réinventer le vivre ensemble. Monsieur le Président, le travail à distance, l'administration publique en ligne. Mais il faut reconstruire l'espoir de lendemain meilleur, celui de retrouver le plein emploi, une croissance soutenue, permettant d'investir dans l'écologie, dans une société du mieux vivre, et à nouveau de pouvoir refaire l'expérience de la convivialité mauricienne, évidemment, qui est lourdement affectée par l'épisode du confinement. Monsieur le Président, les temps sont difficiles et vont demeurer difficiles pour les mois, peut-être les années à venir. Et c'est pour cela que c'est une occasion rêvée pour tout démagogue. Si l'opposition veut faire de la démagogie, elle aura tout le loisir de le faire. Mais moi, j'en appelle au sens de responsabilité et je demandais tout à l'heure aux membres de l'opposition de prendre l'exemple sur le leader de l'opposition, qui a joué son rôle institutionnel en rencontrant le Premier ministre à plusieurs reprises, en discutant des questions essentielles à la nation, et donc de prendre exemple sur ce que peut être une opposition. Aujourd'hui, j'ai écouté avant moi mon vieil ami, le député Rajesh Bhagwan, j'ai écouté le député Patrick Assirbaden, pas une seule proposition, rien que des critiques. Rien n'est bon, rien ne marche, rien ne va. Mais pas une seule proposition nous disant comment mieux faire que ce que nous faisons, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je voudrais terminer en rappelant que je me suis joint à cette équipe. Les militants se sont joints à l'Alliance Mauricia. Les militants se sont joints à l'Alliance Mauricien pour poursuivre les avancées sociales, vu le palmarès du Premier ministre. Toi qui poules de moi, les chants militants là. Honorable Sakir Mohamed. Monsieur le Président. What is this? Monsieur le Président. What is this? You have no special right to talk everywhere every time. Monsieur le Président, je disais que nous nous étions joints à l'Alliance Mauricien pour poursuivre les avancées sociales, vu le palmarès du Premier ministre, et non pour défaire ce que le Premier ministre lui-même avait réalisé. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous renouvelions notre engagement de solidarité, d'une solidarité agissante et conséquente envers les plus vulnérables et les plus pauvres et les travailleurs de ce pays. Nous voulons prendre l'engagement. Nous voulons nous porter garant que les mesures qui suspendent certaines clauses du droit du travail seront temporaires
et seront rétablis dès que possible. Donc j'appelle, Monsieur le Président, pour terminer, à soutenir ce projet de loi, car je crois en mon âme et conscience qu'il nous permettra d'assurer la sécurité des Mauriciens face aux défis que nous présente et nous présentera la Covid-19. J'appelle à voter cette loi car j'ai l'intime conviction qu'il nous offre une voie prometteuse pour affronter les défis économiques du jour et pour créer les conditions d'une relance économique nous permettant de reprendre au plus vite après la Covid-19 le chemin du progrès social. Merci, Monsieur le Président.